En entrevue aujourd'hui sur ma web tv.info, j'ai M. Bélan Audette, qui est président fondateur de ICIM. On en a parlé un peu avec la mairesse de Lac-Mégantic la semaine dernière en vidéo, à savoir où était rendu ce dossier-là. M. Audette, bonjour. Bonjour. M. Audette, avant de commencer, là, ICIM, c'est quoi? Je vais vous faire un bref historique de l'ICSIM. Premièrement, c'est né d'un groupe de gens qui avaient, après la tragédie de 2013, avaient décidé de se prendre en main puis voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de positif par rapport à cette tragédie-là. Est venue l'idée, puis l'idée vient pas de moi, elle vient de Maurice Bernier à l'époque, qui avait lancé l'idée de faire un institut en culture sécurité industrielle de par le lien avec l'Institut en culture sécurité industrielle qui existe à Toulouse, en France. Toulouse qui a vécu une catastrophe d'une explosion d'une usine pétrolière en 2001, un petit peu en même temps que 9/11 aux États-Unis, à peu près dans les mêmes dates. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de cette explosion-là. Mais l'idée vient de là à la base. Cet institut-là a été créé après l'explosion pour justement inculquer la culture de sécurité au niveau des entreprises. Puis maintenant, à Toulouse, il y a plusieurs branches qui sont à travers l'Europe. Puis même, on avait eu des discussions pour faire une branche de cet institut-là au Canada. C'est là qu'est venue l'idée de l'Institut, de par un groupe qui voulait se prendre en main pour trouver du positif de cette tragédie. Moi, on me dit, je ne sais pas si j'ai les bonnes informations, on me dit qu'il y a eu de l'argent investi là-dedans. Je pense que c'est 75 000 $. Je ne sais pas d'où ça venait, là, de la ville. Écoute, on a eu 50 000 qui est venu de la ville de par les années. On a eu le CN qui a mis beaucoup d'argent là-dedans aussi. On a eu Desjardins qui a été partenaire avec nous là-dedans. On a eu différentes sources de financement, dont le ministère de l'Économie aussi pour les études de marché, les études de toutes les études qu'on a faites. Mais tout ça, pourquoi que le CN est aussi là-dedans, c'est que le CN a été le premier à venir travailler sur la tragédie. Le 6 de juillet, si vous vous souvenez, le 6 de juillet, l'industrie ferroviaire était très impliquée. Puis c'est le CN et non pas le CP qui est venu nous aider. C'est le CN qui était ici le matin. Après ça, ils ont resté impliqués via la Chambre de commerce dans différents organismes ici. Ils ont fait des dons, ils ont fait différentes choses. Puis, c'est avec ce lien-là qu'on a été capable de développer cet institut-là parce que eux croyaient en une culture sécurité, qu'il fallait absolument travailler sur les cultures sécurité. D'ailleurs, il y avait une chaire de recherche qui est à l'Université de St. Mary's, à Halifax, qu'on a eu la chance de visiter, que le CN commanditait. Mais maintenant, où s'est rendu ce dossier-là? Parce que ça fait ça fait quand même un bon moment là, que c'est commencé. Où c'est que c'est rendu ce dossier-là? Oui. Mais j'aimerais juste finir mon historique, André, si tu me permets. Au niveau de l'historique, l'ICSIM, c'est pas juste Bélan-Audet, c'est ce qui apparaît comme étant le projet de Bélan-Audet. Mais il y a un conseil d'administration, un fort conseil d'administration. On a des gens du CN qui sont, un vice-président du CN qui est sur notre conseil d'administration. On a l'Université de Sherbrooke. On a le Cégep Beauce-Appalaches, la commission scolaire des Hauts-Cantons. Puis on a différents autres partenaires, dont la SDEJ, puis d'autres membres à titre personnel. Puis aussi, on a des observateurs qui sont sur ce conseil d'administration-là, qui est Transport Canada, un membre de Transport Canada, puis un membre du ministère des Transports du Québec, et aussi la ville de Lac-Mégantic, qui est impliquée dans ce projet-là depuis le début. On a été boudé par le bureau de projet, par Mme Laroche à l'époque, mais quand M. Cloutier est arrivé en poste, c'est lui qui nous a permis de développer plus loin avec les municipalités ce projet-là. Okay. Maintenant, c'est rendu où? C'est rendu où? Écoute, c'est rendu... Premièrement, le projet, pour expliquer le projet, bien avant de dire ce que c'est rendu, je vais t'expliquer un petit peu le projet. Puis je m'excuse si je t'interromps, mais je pense que c'est important d'expliquer exactement le projet. Le projet, ça consiste... Comme je le dis, c'est d'inculquer une culture sécurité dans le monde industriel. La première industrie qu'on a visée, on aurait pu viser le bois, on aurait pu viser d'autres industries, mais la première industrie qu'on a visée, c'est le ferroviaire, parce qu'on pensait qu'il y avait un énorme travail au niveau de la culture sécurité à faire, puis de par le lien avec le CN, pour nous, c'était important de travailler au niveau ferroviaire. Donc, il faut travailler, les premiers répondants, le but premier de l'ICSIM, c'est de former les premiers répondants, former les élus en cas de catastrophe. Il ne faut pas oublier que le maire
en cas de catastrophe, devient le général, le maître d'œuvre au niveau de la gestion de la sécurité civile. Donc, il doit être formé dans cette étape-là. Mme Laroche, à l'époque, a appris ça sur le tas, mais c'est important de former ses élus pour la gestion de ça. Puis il n'y a seulement qu'un centre au Canada, ici GIBC, à Justice Institute of British Columbia, qui est à Vancouver, qui est anglophone. Dans l'Ouest, toutes les formations au niveau ferroviaire, toutes les formations au niveau sinistre sont formées à GIBC. Donc, on n'avait pas de pendant au niveau canadien, au niveau à l'Est du Canada, on n'avait pas de pendant non plus francophone pour former ces gens-là. Donc, c'était le but premier de l'ICSIM. L'autre école de formation est à Pueblo, au Nouveau-Mexique. Ça fait quand même assez longtemps pour former les gens. Donc, c'est de là que le besoin a été tagué. On a rencontré tous les premiers répondants, là, on peut tous les nommer, les pompiers, les ambulanciers, tous ces genres de formations-là. On les a tous rencontrés, les policiers et tout ça. Puis le besoin qui a été soulevé, c'est d'avoir ce centre de formation-là. C'est de là que le projet a été apporté. Puis, quand on recule en 2013, il y avait d'autres villes au Canada qui étaient ciblées pour faire ce centre de formation-là. On a juste à penser à Lévis, qui avait des idées de faire un centre de formation exactement comme ça. Puis, il y avait une ville au Nouveau-Brunswick aussi qui était ciblée pour faire ça. On a réussi à convaincre Transport Canada que ça devait se faire à Lac-Mégantic. Pour une raison simple, on a vécu cette catastrophe-là. On est capable de cibler et de former les gens dans le même sens que ça. Là où c'est rendu, c'est clair. Au niveau de Transport Canada, puis le ministère du Transport du Québec, là, on sait que la sécurité, ça a évolué énormément. Beaucoup de gens disent que ça n'a pas évolué, que ça n'a pas avancé, mais moi, je suis dans l'industrie ferroviaire depuis plus de 25 ans. Je sais très bien qu'au niveau sécurité, ça a augmenté énormément. Il y a des dizaines, même des centaines de millions de dollars qui ont été investis au niveau de la sécurité. Si je pense au CN, si je pense au CP, aux compagnies de ferroviaires américaines, il y a tout plein de détecteurs maintenant pour détecter les freins qui sont pas corrects, puis ça se fait de façon électronique. Il y a un paquet de choses. Puis Transport Canada a fait aussi des pas de géant au niveau de l'amélioration de la sécurité. Puis, du côté du ministère des Transports du Québec, eux ont une planification stratégique pour la planification au niveau ferroviaire, pour le développement du ferroviaire. Fait il y a des choses qui ont été développées dans les 8 dernières années. La tragédie de Lac-Mégantic, moi, je l'ai entendu parler dans plusieurs conférences. J'ai assisté sur plusieurs comités pour faire évoluer toute la partie sécurité. J'ai siégé sur des comités à Ottawa, à Québec, différents comités. Puis c'est important pour les gens que ce dossier-là avance au niveau sécurité. Maintenant, avant la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que tout ça a été mis sur la glace un peu à cause de la pandémie. Madame Morin l'a mentionné, ça a été mis sur la glace principalement à cause de la pandémie. Au niveau des gouvernements, la priorité était vraiment de travailler sur le COVID. C'était pas sur travailler sur ces projets-là. Avant la pandémie, je vous dirais qu'on était rendu à une étape où on avait ciblé que le projet, au niveau des impacts pour le développement des formations et tout ça, au niveau des infrastructures, c'est un projet d'entre 8 et 10 millions. Si on met ça en contexte, 8-10 millions pour un projet pan-canadien, c'est pas quelque chose de très énorme, c'est pas une somme astronomique. Puis on voulait le faire, nous, en partenariat PPP, qui appelle en public-privé. Donc, on avait du financement privé pour un tiers, financement provincial pour un tiers, puis financement fédéral pour l'autre tiers. C'est sûr qu'on a connu la valse des ministères, la valse des ministres et tout ça. On a dû aller défendre notre dossier un peu partout. On n'avait pas attaché les ficelles pour ce financement-là. Le financement privé, pour nous, c'est quelque chose qui était quand même assez facile à aller trouver. Mais par contre, au niveau des gouvernements, l'implication était quand même hésitante. Parce que le nerf de la guerre dans tout ça, c'est beau d'avoir les infrastructures, 8-10 millions, ça se trouve assez facilement, puis on peut faire le projet et tout ça. Mais la pérennité de ça, qui va payer les formations? C'est là que le nerf de la guerre est. Puis c'est là que je trouve qu'au niveau municipal, on a manqué. Les élus municipaux ont travaillé très, très fort
à parler de sécurité, puis faire des réunions au niveau de la sécurité, puis c'était super important. Il y avait un peu le même langage, puis je ne veux pas être méchant, mais que M. Garneau avait. La priorité numéro 1, c'est la sécurité. Par contre, les gestes étaient où? Les gestes concrets, là. Si on a juste à penser à Lac-Mégantic, on va ramener ça au train de Comme on dit chez nous, les bottines ne suivaient pas les babines. Exactement. Okay. Parce que si on ramène aux gestes concrets, depuis 2013, ça fait 8 ans qu'on a vécu la tragédie, qu'est-ce que Lac-Mégantic a fait pour améliorer ça? Est-ce qu'ils ont été faire former les pompiers? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été formés au niveau des pompiers, des premiers répondants, des élus qui ont été se faire former à GIBC pour suivre vraiment les formations? Qu'est-ce qui arrive s'il arrive une tragédie de ce type-là? Parce qu'on n'est pas à l'abri que ça peut arriver. La probabilité zéro n'existe pas. Oui, il y a eu des améliorations au niveau sécurité, au niveau ferroviaire. Je pense qu'on a fait un pas de géant depuis 8 ans. Mais par contre, il faut se préparer au cas si on a encore une tragédie. On a vécu une en 1908, une en 2013. Ça ne veut pas dire qu'on n'en connaîtra pas une autre. Ben, le message que Lac-Mégantic aurait dû passer 1 an, 2 ans, 3 ans après la tragédie, c'est d'envoyer, faire former au moins 1 ou 2 pompiers régionaux qui auraient pu avoir au moins la formation pour être capables de donner ces formations-là. Maintenant, M. Audette, la pandémie s'en va tranquillement pas vite. En tout cas, on l'espère. Quand est-ce que vous pensez que le dossier va être repris en main? Ben moi, je prévois dans la prochaine année, je pense qu'on va se remettre les mains à la pâte dans ce dossier-là. C'est clair que moi, j'ai toujours eu des discussions avec le provincial, avec le fédéral aussi, avec les gens du CN au niveau de ce dossier-là. C'est clair que nous, il a été mis sur la glace pour des raisons très simples que tout le monde comprend, mais c'est clair qu'on va remettre actif ce dossier-là. Maintenant, est-ce que le projet se fera à Lac-Mégantic ou se fera ailleurs? Bien, ça dépendra des gens, de l'implication que les gens vont vouloir mettre dans ce dossier-là. Okay. Si, nous autres, on a été capables à l'époque, en 2013, d'écarter Lévis et d'écarter des villes du Nouveau-Brunswick à faire ce dossier-là. Mais si on ne démontre pas l'intérêt, puis si on ne démontre pas, si les élus municipaux, puis je pense aux villes aussi frontalières qui sont sur cette ligne-là, qui ont une association qui prône la sécurité, mais si personne n'envoie des gestes concrets de dire on a besoin de formation puis on va mettre le financement, parce que le financement des formations, c'est beau, comme je disais tout à l'heure, faire l'investissement pour l'infrastructure, c'est mais toute la pérennité pour la formation, est-ce que les gens municipaux, avec une vision plus longue que 4 ans, vont être capables d'avoir cette vision-là puis de voir qu'on a besoin de former nos gens en cas de catastrophe ferroviaire? Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe ferroviaire, même si les compagnies ferroviaires mettent l'accent énormément pour plus en avoir. M. Audette, je vous remercie beaucoup. Merci. Puis on va suivre le dossier. Parfait. Merci, bonne journée. Bonne journée. Tu veux ce que je dis?